journée du 1er décembre, on a dit que tout le mois de décembre sera célébré pour le VIH-Sida. Et sans tarder, on va appeler la première oratrice qui commencera par la première communication de cette session et qui va nous parler du mode de transmission du VIH. Docteur Rahmoud. Chers confrères, merci beaucoup pour votre présence et bonsoir. Premièrement, on va entamer et parler d'un grand problème de santé mondiale concernant le VIH. Tout le monde peur de VIH en parlant concernant les modes de transmission de VIH. C'est quoi le VIH? Le VIH, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. C'est un virus ARN qui est responsable de SIDA, de syndrome d'immunodéficience acquise, qui est stade ultime de l'infection à VIH. Car c'est par effondrement très important du système immunitaire et l'apparition des infections opportunistes qui peut être fatale et mortelle pour l'individu. Quelques chiffres selon l'Association nationale de l'OMS, à la fin de 2017, 36,9 millions de patients vivant avec le VIH, dont 70% seulement en Afrique. On est des 25,7 millions en Afrique, avec 1,8 million sont des enfants et c'est 94 000. 940 000 de décédés de SIDA avec un 21,7 millions sous traitement RD. Selon le laboratoire de référence de VIH-Sida de l'Institut de Pasteur, un nombre de 700 à 900 nouveaux cas d'infection VIH été diagnostiqués par an au cours de ces 5 dernières années. Nombre total cumulé depuis 1985 jusqu'au 20 septembre 2018 est de 12 083. Qu'est-ce que le virus de VIH? Le virus de VIH est décrit pour la première fois en 1981 chez les hommes homosexuels et il a mis en évidence le virus en 1983. C'est un virus enveloppé ARN et qui comporte des glycopeptides JP41 et JP120 qui est responsable d'entrer dans la pathogénie du virus. Quelques caractéristiques du virus. Heureusement, ce virus est un virus fragile pour dans le monde extérieur et inactivé physiquement par la chaleur, les ultraviolets et chimiquement par le peroxyde d'hydrogène et l'alcool éthylique. Concernant l'histoire naturelle de l'infection à VIH. Premièrement, après la contamination et l'entrée de virus dans l'organisme, on voit une ascension importante de la virémie avec réplication très importante du virus. Parallèlement, on voit un effondrement de CD4 qui est la cible principale du virus. Cette phase est de 1 semaine jusqu'aux 2 semaines, caractérisée peut-être par un simple syndrome gripal. À ce stade, c'est la fenêtre sérologique ou l'absence d'anticorps et seulement la présence d'antigènes avant l'apparition des anticorps. Après c'est pour cela c'est difficile, c'est pose un grand problème concernant le diagnostic de l'intérêt de l'antigénie P24 et la sérologie quelques mois plus tard. Après cette phase, le système immunitaire continue le combat contre le virus et on voit une ascension de taux de CD4 avec une diminution en parallèle de la virémie. Cette phase, on dit que c'est une phase asymptomatique de 7 à 2 ans. Après un certain moment, le système immunitaire est totalement épuisé. On voit un effondrement de taux de CD4 inférieur à 200 avec la réascension de la virémie très importante, ce qui définit la phase SIDA et la survenue des infections opportunistes, même des cancers et la survenue de la mort et après. Transmission de VIH. On a 3 principaux modes de transmission de VIH. La transmission par voie sexuelle,
la transmission sanguine et la transmission verticale de la mère-enfant. Pour cette transmission, il faut la réunion de deux conditions. Premièrement, la présence du virus dans le liquide corporel et la présence d'une porte d'entrée selon des muqueuses. La transmission liquide corporelle sans le sang, le préséminal, le sperme, la sécrétion vaginale et le lait maternel. Et la porte d'entrée muqueuse des cavités vitales, vagin, anus, les yeux, des lésions épidermiques, même une simple écorchure peut donner une porte d'entrée pour le virus. Concernant principalement la transmission sexuelle, concernant 80% de la contamination de le monde et plus de 90% en Afrique, à la fois des rapports hétérosexuels, des rapports non sexuels, en passant génital, anal, buccal, le risque de rapport anal est multiplié par 10 fois. Quels sont les facteurs influencés concernant la transmission sexuelle? Premièrement, connaître le stade de la maladie. Deuxièmement, l'infection IST qui joue un rôle cofacteur agissant en augmentant la transmission de VIH. Les stades sont la pré-infection, le stade SIDA, l'immunodépression importante et un virus multirésistant et l'absence de virémie, l'absence de traitement antirétroviral, tout ça augmente la réplication du virus et augmente le risque de contamination et le risque de transmission. D'autres facteurs, présence d'ulcération, présence des lésions, des rapports traumatisants, des multipartenaires et des partenaires de rencontre. Transmission sanguine. Premièrement, transfusion de sang, surtout en phase de la fenêtre sérologique, phase de séroconversion. Greffe d'organes et le partage du seringue chez les drogues utilisateurs de seringues. Transmission sanguine aussi par du cours d'un accident exposant au sang, au contact avec un pli ouvert, projection de liquide biologique sur l'œil, partage des brosses à dents et des lames et des instruments tranchants. Ambrosime, des instruments qui peut-être jouent un fort facteur pour la transmission de VIH. Concernant Copango, les brosses à dents, surtout le pierre d'Alain qui est utilisé chez les coiffeurs pour arrêter le saignement chez un caca et utilisé chez l'autre, c'est un rôle très important pour la transmission de la maladie. Il faut tout ça, tous les instruments doivent être à utilisation et à usage unique. Transmission sanguine aussi, en parlant concernant les accidents exposants. Le risque viral concernant le VIH est de 0,3%. Mais il est minime par rapport au VIH et le VIHB, mais il reste considérable. Et la gravité est liée selon la quantité de sang, l'aiguille, crotteuse, porteur de veau au pas, et selon le stade de la maladie de le patient source. Transmission maternelle-fœtale. En période de transmission, surtout au cours de la grossesse, le risque est augmenté, surtout au 3e trimestre. Et pendant l'accouchement, le risque est augmenté considérablement jusqu'à 70%. Et l'allaitement aussi de 15%. On voit une diminution importante du risque de transmission de VIH après l'avènement de traitement antirétroviral qui diminue moins de 2%. On peut résumer les modes de transmission de VIH, rapport sexuel, échange de seringue, transfusion de sang, contaminé, grossesse et l'utilisation des instruments tranchants. Mais heureusement, le virus de VIH ne peut nous transmettre pas. Le contact nourriture, la salive, les piqûres de moustiques et le partage de la piscine. C'est pour cela que le patient vivant avec le VIH peut bénéficier d'une vie quotidienne normale. La prévention est le pilier de combattre l'infection à VIH. Premièrement, prévention sexuelle. Prévention de VIH doit être traitée chaque infection sexuelle non transmissible. Prévention des pratiques sexuelles sans risque, l'éducation et la sensibilisation par tous les moyens, les réseaux sociaux, les mosquées, les écoles,
doit être sensibilisé les personnes, toutes les populations. Abstinence, bonne fidélité et l'utilisation de préservatifs. Prévention sanguine, transfusion de sang contrôlée, seringue à usage unique et stérilisation adéquate des matériels de soins. En arrivant aux préventions maternelle-fœtale, premièrement aussi le dépistage prénuptial qui fait le pilier important pour diminuer des cas et les victimes en protégeant la famille. Et deuxièmement aussi les préventions, c'est le dépistage préconceptionnel pour arriver en dernier en protégeant nos enfants. Et l'utilisation de chimio-prophylaxie chez la femme enceinte. Le dépistage, c'est très important et gratuit et volontaire, doit être transmis le message et pousser tous les gens pour faire le dépistage. En conclusion, c'est savoir informer, savoir la maladie et transmettre l'information de toutes les populations, quelles que soient les catégories, dépister et accompagner tous les malades dans sa douleur. Merci, faites un test de dépistage et merci pour votre attention. Merci pour cette communication claire. Donc, juste pour vous rappeler que l'objectif principal de l'OMS à travers cette journée mondiale est d'encourager les personnes de savoir, de connaître leur statut vis-à-vis le VIH. Je pense pour cela, Dr Abdelli a choisi comme thème le dépistage. Donc, on invite le Dr Abdelli pour nous parler des méthodes de dépistage. Bonsoir, ravie d'être parmi vous. Je vais vous parler aujourd'hui du dépistage de l'infection à VIH. C'est beaucoup plus en définissant l'intérêt et les moyens de dépistage et en connaissant le déroulement du processus de dépistage. Alors, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Ça se célèbre chaque année le 1er décembre. L'Algérie elle participe à cet événement pour réaffirmer son engagement envers l'ONU-SIDA afin de mettre fin à l'épidémie du sida à l'horizon de 2030. Et comme slogan national, l'Algérie a choisi « Moi j'ai fait mon test et toi ». Alors, l'intérêt de notre question, c'est que le dépistage, c'est l'axe majeur de lutte contre cette maladie. Il a comme objectif de traiter la personne dès qu'elle est diagnostiquée et enfin pour attribuer la cassure de chaîne de transmission et pour atteindre l'objectif des 3,99 de l'ONU-SIDA qui sont, comme on a déjà dit, que 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut. 90% dépistés reçoivent un traitement antirétroviral durable et 90% recevant un traitement antirétroviral ont une charge virale indétectable et de cela avoir le zéro nouvelle infection à VIH, zéro discrimination et zéro décès lié au sida. Comme introduction, le dépistage et le diagnostic du VIH, c'est un enjeu de lutte contre la maladie. C'est un enjeu tant pour l'individu que pour la collectivité. Pour avoir un dépistage fiable, il est fondamental de connaître les tests biologiques disponibles et d'encadrer leur réalisation pour une démarche de screening. Je ne vais pas très détailler sur l'épidémiologie. En fait, c'est des données qui ont déjà été annoncées par mes collègues en Algérie et dans le monde. Pour le mode de transmission, comme a déjà dit Dr Rahman, c'est sexuel, sanguin et principalement vertical, avec selon l'Institut national, l'IPA, le laboratoire national de référence, le mode de transmission sexuelle c'est le plus important. Alors, pour faire un dépistage, il faut connaître le processus de dépistage. Alors, dépistage, il faut tenir qu'il est volontaire, il est anonyme et il est gratuit. Et ça se déroule en 3 étapes.
le coaching pré-test, le test en lui-même et le coaching post-test. Alors, c'est quoi le coaching? Il fait partie intégrante de la démarche diagnostique de l'infection à VIH, de être réalisée par une personne qui est formée de conduire l'entretien. Et il exige le respect de la confidentialité et le consentement éclairé. Alors, confidentialité, je vais dire confidentialité, 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 entre décision de faire le VIH et le résultat. Et le consentement, le dépistage, bien sûr, on doit faire un dépistage qu'après consentement de la personne. Tout à l'heure, on a parlé le matin des H, des S, et je vais vous parler des C. Les 5 C de l'OMS, c'est le C de consentement, le C de confidentialité, le C de résultat correct, le C de la connexion, avoir une connexion avec les lieux de soins, de dépistage et de prévention. Alors, en premier, c'est le counseling pré-test. Et le counseling pré-test, il vise à préparer la personne au test de dépistage de VIH. Donc, bien mener un counseling pré-test va nous faciliter par la suite l'annonce du résultat. Et il se déroule en 3 étapes. L'évaluation des connaissances de la personne sur le VIH et la correction des incompréhensions. L'évaluation des risques individuels vis-à-vis de l'infection à VIH, dans le respect de la pudeur du patient, et de développer un plan de réduction du risque à partir des informations recueillies par l'étape précédente. Alors, ça se fait où le dépistage? C'est les CD, ou ce qu'on appelle les centres de dépistage, C'est les CDR, c'est les centres de référence de prise en charge du VIH, et à partir des campagnes de dépistage. Alors, la population du dépistage, c'est la population clé. Ce qu'on appelle la population clé, c'est les personnes professionnelles de sexe, c'est des usagers de drogue IV, et c'est les personnes ayant un comportement à risque d'IST. En principe, pour le dépistage de dons de sang, il est obligatoire depuis 1990. Chez la femme enceinte, certes, en principe, c'est obligatoire, il est systématique, mais jusqu'à l'heure actuelle, on a toujours des femmes enceintes qui ne sont pas toujours, jusqu'à l'heure actuelle, dépistées, que ce soit en préconception ou au cours de la grossesse. Bien sûr, le dépistage aussi chez le nouveau-né né d'une mère séropositive. Et il y a aussi le dépistage de la population générale. Donc, on invite tout le monde, par le slogan national, de connaître son statut. Alors, les moyens, je ne vais pas trop détailler sur les moyens, c'est les TROD, c'est la sérologie, comme Dr. a déjà dit auparavant, c'est que les TROD, c'est de réalisation dehors d'un laboratoire, et les tests rapides, on doit toujours les confirmer par une sérologie ELISA. J'ai mis des photos pour le test, que ce soit sur sang ou sur salive. Pour la sérologie, elle vient toujours, bien sûr, on demande une sérologie, que ce soit après un test rapide positif ou dès le départ au centre de dépistage. Alors, après le test, vient bien sûr le counseling, ce qu'on appelle le counseling post-test. Après un résultat du test, soit si le test est positif, la personne doit être orientée au centre de référence de prise en charge du VIH, et bien, pour avoir les soins nécessaires. Et si le test est négatif, le patient sera informé sur les moyens à utiliser afin de rester séronégatif. Ce qu'on appelle notre service un Windows actualisé. Alors, comme en conclusion, j'ai mis la même conclusion que ma camarade. C'est le sida, c'est que la prévention reste l'arme la plus importante au cours de l'infection à VIH. Et pour y arriver, il faut acquérir le savoir et combattre l'ignorance en informant les personnes sur les moyens d'accéder au dépistage et tout en les encourageant et faciliter cet examen en accompagnant ces patients sans rejet ni stigmatisation. Alors j'ai mis enfin
une parole de M. Nelson Mandela qui dit que l'histoire ne va pas nous pardonner si on ne donne pas toutes les ressources nécessaires pour combattre le visage ou le sida. Merci. Bravo. Vous avez été brave, Oui, ça donne chaud au cœur de voir les grains mûrir. Alors nos éminents élèves qui nous accompagnent aujourd'hui, on passe à la communication suivante que va présenter Dr Belkebia, intitulée VIH et femmes enceintes. Salam alaikum. Notre thème c'est beaucoup plus sur la transmission mère-enfant. Donc pour ce thème j'ai choisi le slogan Stop Sida pour faire durer la vie. Vous savez tous que la transmission mère-enfant est la première cause de l'infection VIH chez l'enfant et responsable de mortalité élevée chez l'enfant. C'est pour ça que j'ai choisi ce slogan. Donc on prévient la transmission, donc on diminue le risque de mortalité chez l'enfant. Comme introduction, on parle de transmission mère-enfant lorsqu'une mère séropositive transmet le VIH à son enfant pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement. La transmission mère-enfant est une des causes majeures de l'infection par le virus, particulièrement dans les pays à faible ressources ou sans accès aux traitements préventifs antirétroviraux. Le dépistage et le traitement antirétroviral des femmes enceintes ont permis une réduction importante du nombre d'enfants contaminés par le VIH à la naissance. Le taux de transmission va de 15 à 45% dans les pays en développement, à taux inférieur à 5% jusqu'à moins de 0,3% dans les pays développés. Comme c'est déjà rapporté par nos camarades, les chiffres selon l'OMS, il y a 36 millions de personnes vivant avec le VIH. Dans l'enfant, il y a 1,8 million d'enfants atteints. Le taux de couverture mondiale par le traitement antirétroviral des femmes enceintes et des femmes allaitantes vivant avec le VIH s'élève jusqu'à 80%. Selon l'Université d'Algérie, j'ai rapporté ici l'année 2017, il y a au moins 674 enfants de moins de 15 ans qui sont sous traitement antiviral, soit une couverture antirétrovirale à peu près de 78%. Comme ça a été déjà rapporté par mes collègues, la transmission du VIH se fait par trois voies principales, sanguine, sexuelle et la voie verticale de l'enfant. Pour la transmission mère-enfant, on a trois temps. La période périnatale, là où le risque est estimé à 5%, c'est surtout le dernier trimestre. Pourquoi? Parce que le mécanisme de transmission se fait par voie transplacentaire. Comme vous savez tous que la perméabilité placentaire, elle est importante durant le dernier trimestre. Les échanges sont très importants durant le dernier trimestre, c'est pour ça qu'on a cette transmission pendant cette période. L'accouchement, la transmission n'est pas via le placenta, mais via les sécrétions vaginales et le sang, et elle est estimée à 15%. Même lors de l'accouchement, surtout les accouchements traumatiques, il y a la transmission du sang maternel au sang du bébé. L'allaitement représente le troisième temps de transmission mère-enfant et le risque est estimé à 15% parce que le lait maternel contient le virus VIH, donc il y a le risque de transmission. Quels sont les facteurs favorisant la transmission mère-enfant? Donc, on a trouvé des facteurs d'origine maternelle et d'autres d'origine obstétricale. Pour les facteurs d'origine maternelle, le stade de l'immunodépression, donc la charge virale, elle influence sur plus la charge virale est élevée, plus la transmission est importante. Le stade clinique du VIH, les IST et les autres co-infections. Les rapports sexuels non protégés avec les partenaires multiples qui favorisent aussi la transmission mère-enfant. Pour les facteurs d'origine obstétricale,
plus l'accouchement est prématuré, plus que le risque est élevé, rupture placentaire, les manœuvres obstétricales, la rupture prématurée des membranes plus de 10 heures augmente le risque de transmission de l'infection. Le mode d'accouchement, l'accouchement par voie basse, ça favorise la transmission et l'allaitement. Là, on parle de défis d'infection VIH sur la grossesse. L'infection VIH a peu d'effets sur le devenir de la grossesse parce que pour le virus, il n'est pas un virus tératogène. Mais dans les études, il a été démontré qu'il y a des accouchements prématurés, des retards de croissance, des avortements pendant l'infection VIH durant la grossesse. Donc, mais le problème réside ici dans la transmission VIH mère-enfant. Le problème, c'est la transmission mère-enfant. C'est pas les complications qui surviennent après. L'effet de grossesse sur l'infection VIH, donc la grossesse n'a pas d'impact sur la charge virale, donc on n'assiste pas d'augmentation de la charge virale durant la grossesse. Prévention de la transmission mère-enfant. Donc la prévention, c'est le maillon essentiel dans la prise en charge de l'infection VIH et de la transmission mère-enfant. Ça commence par le dépistage prénatal de l'infection VIH. Donc normalement, il y a l'obligation de proposition de dépistage de l'infection VIH par tout médecin à chaque examen prénuptial. Le deuxième volet de la prévention transmission mère-enfant, c'est le traitement antirétroviral. Donc le traitement antirétroviral, il a considérablement abaissé les chiffres de transmission mère-enfant. Donc si une charge virale est indétectable lors de la grossesse, on conserve le traitement antirétroviral. L'accouchement se fait par voie basse. Et pour le nouveau-né, on fait la chimioprophylaxie post-exposition pendant 4 semaines. Mais l'allaitement est contre-indiqué selon le consensus algérien 2017. Mais ça a été écrit à l'OMS que l'allaitement est proscrite, mais dans les pays où il n'y a pas une alimentation saine pour le bébé, on encourage l'alimentation sous réserve de laisser la femme sous un antirétroviral pour protéger l'enfant. Donc l'intérêt d'une charge virale chez l'enfant à la naissance est au 1er mois et au 3e mois. Si la charge virale est détectable au cours de la grossesse, on adapte le traitement et on programme une césarienne à la 38e semaine si la charge virale à 400 copies par millilitre pendant la 36e semaine. Pour le nouveau-né, la même démarche, on fait une chimioprophylaxie de 4 semaines. L'allaitement est contre-indiqué et on dépiste l'infection à M0, M1 et M3. Le troisième volet de la prévention, c'est la prévention des facteurs de risque obstétricaux. Il faut limiter ou traiter les infections sexuellement transmissibles. Il faut éviter la survenue des facteurs favorisant la prématurité, la rupture prolongée des membranes, les chorioamniotiques, parce que ces facteurs augmentent le risque de transmission. Un cerclage du col et une immunosynthèse dont l'indication est très strictement discutée doivent être accompagnés d'un traitement antirétroviral préventif. Comme conclusion, on conclut que la transmission mère-enfant est la première acquisition du VIH chez l'enfant. Elle a lieu en fin de grossesse et autour de la naissance. La prévention de la transmission mère-enfant est un ensemble d'interventions pour minimiser le risque de transmission et d'évolution de la maladie chez la mère et l'enfant. La réussite de la prévention passe par un dépistage systématique du VIH en prénatal, puis une prise en charge adéquate en périnatal. Merci. On vous remercie Dr. Biguizier pour cette intervention. On passe sans tarder à la communication prochaine intitulée Accident exploitant la restriction. Je invite Dr. Rahman.
Bonjour à tous, je vais entamer rapidement le vaccin exposant au sang. Définir l'AOS comme un vaccin exposant au sang ou liquide biologique contenant de sang comportant une extraction cutanée, soit une projection sur une mécase, soit la projection sur une peau lésée. Bon, le risque de transmission de germes véhiculés par le sang, y compris les virus, les bactéries, les parasites, mais en pratique, on redoute beaucoup plus le virus de l'hépatite B, C, VIH. Le pourcentage pour le B est le plus élevé, allant de 5 à 30%, avec un risque d'évolution vers la chronicité de 10%. Et pour le virus de l'hépatite C, il est de 1 jusqu'à 3%, avec un risque de chronicité de 60 à 80%, alors que pour le VIH, c'est un risque de 0,3% avec une évolution chronique à 100%. Dans les circonstances de survenue d'AOS, c'est surtout au niveau des services des urgences, là où la charge de travail est très importante, où le personnel est fatigué, où il a oublié par méconnaissance de mesures standards de prévention. Les facteurs de risque d'affecter le VIH au cours d'un AES, qu'elle soit la blessure profonde, la virémie du patient sur stress élevé, l'aiguille utilisée pour un geste intravasculaire, intraveineux ou artériel, avec une aiguille visiblement souillée et creuse et de gros calibre, avec le temps de contact soit trop prolongé. Bon, en cas d'accident exposant au sang, on a deux conduites. La première, c'est la conduite médicale, la deuxième, c'est médico-légale. Premièrement, la conduite médicale, c'est d'arrêter le travail en cours et procéder aux soins d'urgence qui sont en cas de piqûre ou blessure ou en cas de contact avec une peau lésée. On désinfecte la plaie. Soit on nettoie la plaie avec de l'eau et du savon, ensuite on désinfecte soit à l'alcool dosé à 70% pendant 3 minutes, ou la bétadine pure pendant 5 minutes, ou encore l'eau de Javel diluée à 1/10 pendant 10 minutes. En cas de projection sur le mécase, on doit rincer abondamment soit à l'eau ou au sérum physiologique. Ensuite, on contacte le médecin de travail afin d'évaluer les risques infectieux et afin d'être informé des mesures de suivi sérologique, afin d'entamer une prophylaxie post-exposition. Premièrement, pour le virus de l'hépatite B, si la victime n'est pas protégée, c'est-à-dire elle n'est pas vaccinée ou mal vaccinée, si le patient source est positif pour l'hépatite B, si la sérologie du patient source est inconnue, soit ne peut pas être obtenue dans les 48 heures. Donc on doit injecter à 2 sites différents dans les 48 heures qui suivent l'accident exposant au sang les immunoglobulines spécifiques anti-HBs à raison de 0,06 ml par kilo en néant et une dose de vaccin, et on poursuit le protocole vaccinal si le personnel n'est pas vacciné. Et pour l'hépatite C, malheureusement jusqu'à l'heure actuelle, on n'a pas de vaccin anti-hépatite C. Et donc il n'y a pas de protocole thérapeutique prophylactique post-exposition. Et pour le virus VIH, virus de sida, si la sérologie de patient source est inconnue ou ne peut pas être obtenue dans les 4 heures, donc une chimioprophylaxie est indiquée, une pré-thérapie antirétrovirale à base d'ovidine, lamivudine, lopinavir et ritonavir, de préférence avant 4 heures, c'est-à-dire 4 heures post-exposition et au plus tard avant 48 heures. Dans le guide national, ils disent qu'on peut tarder jusqu'à 72 heures, mais selon les recommandations mondiales, c'est avant 48 heures, on ne dépasse pas les 48 heures. Et on poursuit le traitement 4 semaines en post-exposition avec une surveillance sérologique. La surveillance sérologique pour l'hépatite B et le C, même pour le VIH, se fait à G0, à G8 et à 3 mois seulement, avec une transaminase hépatique pour l'hépatite C. Justement pour le G0, pour avoir un stade sérologique initial, pour ne pas dire si le personnel était positif. C'est l'indication de la sérologie à G0.
savoir la statut sérologique initial du personnel victime. Bon, deuxièmement, la conduite médico-légale, c'est déclarer l'accident. Tout AES est obligatoirement déclaré dans les 24 heures, même s'il ne donne pas lieu à un arrêt de travail. Cette déclaration couplée au suivi sérologique est indispensable pour la prise en charge comme complication d'accident de travail. Chose qui n'est pas faite à notre niveau, c'est de notifier l'accident sur un registre. Cette procédure consiste à notifier tout AES dans un registre qui sera sous la responsabilité du surveillant médical. Ce dernier sera en contact périodique avec le service de médecine de travail. Bon, pour la prévention, c'est le chapitre le plus important en cas d'AES. On doit informer le personnel soignant. La vaccination, c'est surtout la vaccination anti-hépatite B qui est obligatoire et la vaccination disponible, puisque l'hépatite B et le VIH, il n'y a pas de vaccination. C'est d'appliquer les précautions standards d'hygiène et utilisation des dispositifs de sécurité et déclarer tout AES au service de médecine de travail. Donc pour les recommandations, c'est lavage des mains entre deux patients, entre deux activités sur un même patient, après le retrait des gants, immédiatement en cas de contact avec des liquides potentiellement contaminants, le lavage des mains est imposé. Le port de masque, des lunettes de protection et de surblouse si les soins ou manipulations exposent à un risque de projection, d'aérosolisation de sang ou tout autre produit d'origine humaine en cas d'intubation, aspiration, endoscopie ou acte opératoire. Et, gestion du matériel, on doit utiliser un collecteur pour matériel piquant et tranchant et qu'il soit à proximité de soignants, pas plus de 50 cm. C'est un mini collecteur. Dépôt des aiguilles dans un conteneur rigide et le niveau de remplissage doit être visible. Pour le matériel piquant tranchant à usage unique, ne jamais recapuchonner les aiguilles, ne jamais désadapter une aiguille à la main. Pour l'emballage étanche, pour le transport des produits biologiques, chose qui n'est pas faite à notre niveau, le transport des liquides biologiques dans des sacs plastiques jetables et de proscrire le transport des tubes des prélèvements dans les portoirs. Et la décontamination des surfaces et des sols souillés et des instruments réutilisables, c'est de les décontaminer immédiatement, les instruments souillés et réutilisables, les surfaces souillées par du sang aux produits biologiques, essuyer avec de l'essuie-tout, appliquer de l'eau de javel, laisser agir des minutes et rincer, laisser sécher. Sachant que le virus du sida, il peut rester vivant sur une goutte de sang sur le sol jusqu'à 6 semaines. Le dispositif médical de sécurité utiliser un adaptateur direct pour les hémocultures et des seringues à injection avec manchon coulissant protégeant l'aiguille. Merci pour votre attention. Merci aux intervenants, aux oratrices qui nous ont enrichi. Enfin, ça a été remonté, on l'a annoncé, mais remonté dans un bon sens. Pas dans un sens de répétition, mais dans le bon sens. Parfois, il y a des idées nouvelles qui enrichissent le débat. J'invite les présents. Les oratrices sont là pour vous répondre. Donc, il faut faire quand même un débat pour le débat. Oui, Donc, oui, absolument. les deux. Bon, alors, on commence par les deux premières, là où il y a les modalités de transmission et l'intérêt du dépistage. Le slogan de cette année, moi j'ai fait mon test et toi. Alors, qui a fait le test entre nous? On est des professionnels de la santé, qui a fait un test jusque-là? Moi, je l'ai fait à l'occasion des grossesses. Non, cette année, non, mais je l'ai fait déjà à l'occasion des grossesses antérieures. Donc, on incite à informer les gens à se dépister, commençant par nous-mêmes. Pourquoi pas?
J'ai passé des dizaines d'années, je n'ai pas fait mon test de carrière actuelle. Donc il y a quelques travail au laboratoire. C'est moi-même qui a commencé à faire les dépistages en 88, mais je n'ai jamais fait mon test. On parle de pédiatrie d'ici 2030, c'est le voisin qu'on mise au dépister plus, c'est pour traiter, c'est pour prévenir plus. Oui, arriver à 90% de population dépistée, c'est quand même notre rôle pour transmettre le message et pour éclairer ce qui est encore obscur. Il m'a été, j'ai eu l'occasion d'être avec des collègues à l'Institut et à la faculté des sciences psychologiques, des sciences humaines à l'université. Il y a pas mal de notions qui sont à corriger parmi disons, la population générale. La population générale, y compris les modalités de transmission, certes. C'est connu, c'est universel, transmission par le sang, par voie sexuelle, de la mère à l'enfant, mais il faut tirer les tiroirs. Il faut lire les titres et les sous-titres. Dr Rahmoun nous a éclairé que ça peut se transmettre par la pierre d'Alache qui existe dans les salons de coiffure. Elle a attiré l'attention que ça peut se transmettre par le crayon. À l'occasion d'un maquillage pour se faire belle, je me retrouve contaminée par un virus qui est entre nous, qui est impardonnable, et toutes les répercussions par la suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans la même famille, le message parfois il n'est pas transmis, il n'est pas parfois clair. C'est notre rôle de transmettre et d'éclairer et je ne vous dis pas de dédramatiser la situation parce que ce n'est pas un drame. Heureusement devenu maîtrisable par la thérapeutique actuelle, là où on voit des malades venus à un stade avancé de leur immunodéficience et qui se sont retrouvés rayonnants. Je dis bien rayonnants, éclairés, informés et qui sont en train de s'adapter avec cette nouvelle maladie, de s'adapter avec leur traitement. Ils sont très bien avertis vis-à-vis de n'importe quel incident qui arrive, très bien avertis pour ne pas transmettre. On ne parle pas des exceptions, mais on parle d'une façon générale, très bien avertis pour ne pas transmettre le virus à autrui, à leurs membres de la famille et à tous ceux qui les entourent. Oui. Moi, je t'ai parlé de la transmission mère-enfant. Oui. Donc, la transmission... Vous pouvez venir nous voir. Allez-y, venez. Parce qu'il y a quelque chose qui m'échappe quand même. Oui. Voilà, mademoiselle, si vous permettez, quand j'ai bien suivi l'extrait, il y a un problème. Comme vous avez, donc, au niveau de la transmission verticale, c'est-à-dire mère-enfant, il y a 3 périodes. Je suis bien saisi, la période périnatale, il y avait la période lors de l'accouchement et bien sûr lors de l'allaitement. Donc vous avez essayé de faire le sortir des pourcentages des taux. Oui. Vous avez dit, surtout au niveau du 3e trimestre, c'était à 5%. Et puis vous avez l'accouchement, 15%. Et vous avez parlé au niveau de l'allaitement, c'est 15%. Où sont partis les 65%? Est-ce qu'il y a une autre... parce que quand on divise, bon, vous avez 100 femmes qui ont transmis le VIH, c'est vers leur nouveau-né. Il y a 100 femmes. Donc si 100 femmes, 15, c'est lors de l'allaitement, 15 lors de l'accouchement, et il n'y a que 5%. Et les autres sont partis. On ne peut pas avoir 100% non, madame, vous permettez pas ça, quand vous faites ressortir, c'est ça la science, c'est pas... Non, c'est pas dans ce sens, parce que... Il n'y a pas de ressources qui est là. C'est par rapport au pourcentage de la transmission par rapport à la verticale. C'est pas par rapport à l'ensemble. C'est-à-dire qu'ils ont dichotomisé la partie... Mais non, c'est une transmission. Mais on est d'accord, la transmission mère-enfant. Si on prend 100 cas, qu'il y a eu des transmissions verticales, vous êtes d'accord? Non, c'est pas dans ce sens. Par exemple, si on a 100 femmes qui viennent d'accoucher, il y a un risque d'avoir une transmission verticale chez 15 patients. Par exemple, chez 15 il y a quand même... C'est ça, c'est dans ce sens. 100%, ça veut dire vous aurez 65% qui ne vont pas faire de transmission et les autres vont faire transmission. Parce que quand j'ai suivi là, il y a ces périodes, parce que bon, il faut comparer, décortiquer votre slide pour comprendre. Parce que personnellement, j'ai pensé sur le mode de transmission, ce mode de transmission, mais pas l'autre mode, ce mode-là, j'ai 100%, donc il y a 65 qui ne vont pas faire du tout. C'est-à-dire même dans ces cas, la transmission verticale, elle est de l'ordre de 35%. 35%,
dans le cadre des autres avant. Mais est-ce qu'il y a 15, 35, je vais mettre. Donc, il faut que l'on s'entende. Bon, maintenant, il y a des risques. Donc, si on prend 100% de femmes porteuses du virus, il se peut que 65 ne vont pas transmettre le virus. Non, parce que c'est ça. Je vais donner un exemple. Alors, il y a des lauréats qui vont passer le bac. Les 100 étudiants qui vont passer le bac. Il y a 35 qui vont avoir et le reste ne vont pas avoir le bac. Non, tout simplement. Alors 35, mis ce risque-là et la transmission mère-enfant, elle est de l'ordre de 35%. 35%. C'est-à-dire, on s'entend sur le problème est réglé. C'est-à-dire, ce n'est pas toutes les femmes enceintes qui vont transmettre le virus à leur fœtus. C'est-à-dire, il y a 65%. La transmission ne se fait pas. Donc même si elles sont positives, elles peuvent pas transmettre. Non, elles peuvent pas transmettre. Non, c'est ça, parce qu'il faut changer la question. J'ai répété ma question. Ça, je suis d'accord. Donc sur 100%, il y a comme 65% qui ne vont pas transmettre. Même si elles sont positives. C'est ça. Alors, sachant que le taux de transmission est de l'ordre de 15 à 20% en cas de VIH-T1, alors que pour le VIH-T2, ce virus-là il est moins contagieux. Il est de 3 à 4% seulement. Et ce risque est réduit à moins de 2% sous armes et sous antirétroviraux. Il est réduit à moins de 2%. Mais là, c'est des pics, là, on voit l'accouchement, la période de périnatale, là où on peut avoir le maximum de possibilités de transmission. Et certains facteurs peuvent influencer le risque de transmission, à savoir le charge virale élevée, le stade avancé du c'est comme dans le cadre AES, dans le cadre de chaque fois, c'est pas le risque par définition, c'est une notion probabiliste. C'est probabilité. Mais là, j'ai pensé, sur 100 femmes, tout elles ont fait dans transmis, donc je me suis dit, où sont les 65% de rare. Par contre, là, si vous permettez, je vais vous poser une question pratique, parce que j'ignore la chose. Est-ce qu'il y a un référent AES? Parce que la réglementation stipule, en cas d'AES, dans l'organisation, il faut avoir un référent AES. Le référent AES, c'est-à-dire un médecin et tout un staff qui intervient en cas d'accident. Après, vous parlez d'une chimioprophylaxie. C'est une chimioprophylaxie. Voilà, une chimioprophylaxie. Donc, c'est tout pour l'hépatite B. Donc, est-ce que les immunoglobulines existent ou est-ce qu'il y a un endroit où on peut réaliser ça? Alors, on en reçoit le président des AES pour les confrères, y compris paramédicaux, médico-chirurgiens, toutes sortes de personnes professionnelles de santé. L'AES disant que peut-être notre situation anti-infectionnelle nous fait des références en cette matière et tout le monde est averti de ce qu'il faut faire. Le résident peut le recevoir pendant la garde et toute heure. Hier même, on a eu un AES. C'est le quotidien qu'on vit. Alors tout le monde sait quoi faire, tout le monde doit faire ce qu'il faut faire à temps. Alors chez le prophylaxie antirétrovirale, immédiatement. Vous avez vu avec nous le facteur temps, il est primordial avant les 4 heures. Alors étant donné que les molécules sont disponibles, ne pas perdre de temps. AES, chimioprophylaxie. Malheureusement pour l'hépatite B, alors on encourt les 3 risques, VHB, VHC et HIV. Pour l'hépatite B, on ne dispose pas d'immunoglobulines. D'immunoglobulines anti-hépatite B. Le personnel de santé doit être vacciné dans un sens d'augmenter les chances d'avoir une protection antigène HBS à un taux protecteur. C'est le message qu'on peut passer. Et pourquoi pas nous mettre à disposition les immunoglobulines anti-hépatite B. Et ça a été dit et bien explicite par Dr Rahman que pour l'hépatite C, il n'y a pas de mesure prophylactique ni thérapeutique en cas d'AES. On a surveillé sur un intervalle de 3 mois, maximum jusqu'à 6 mois pour suivre une éventuelle séroconversion. Ce qui m'a plu chez Rahman aussi, je ne sais pas si les Rahman ils ont une affinité pour les AES, parce que j'avais une Rahman résidente chez moi, ça ne faisait que ça. Hein? Épidémiologue. Oui. Elle est installée entre les deux. Oui, je sais. Elle était résidente chez moi. Elle travaille uniquement sur les AES. Vous avez une affinité pour les AES, donc je peux vous dire.
Les Rahmon, je ne sais pas qu'ils ont une affinité pour les AES. Ce qui m'a plu dans votre intervention, c'est que vous avez mis le doigt sur le côté préventif. Et le côté préventif au milieu de soi. Parce que c'est ça, ce qu'on oublie tout le temps. C'est vrai, dans la population générale, je dirais que quand même les gens sont plus conscients. C'est-à-dire qu'ils font attention. Et ils se partagent pas les lames à raser, les brosses à dents, donc chez les coiffeurs maintenant même les gens se déplacent avec une petite manette là où il y a le ciseau, il y a donc les gens commencent à avoir peur et conscients en même temps. Mais le comble chez nous, au milieu hospitalier, c'est ça ce qui me fait peur. D'autant plus, c'est un trio infernal nosocomial. C'est-à-dire, lorsque je parle de l'HIV, de l'hépatite B, de la C, c'est une transmission nosocomiale par excellence. C'est-à-dire, c'est au niveau des soins qu'il faut investir. Ce qui m'a plu, donc, surtout la prévention, vous avez mis l'accent sur ça, c'est-à-dire gestion des déchets, le bio-nettoyage, le lavage des mains, ce qu'on appelle communément les précautions standards, les bonnes pratiques en hygiène hospitalière. Malheureusement, ça me froisse un petit peu, ça me dérange quelque part, malgré les formations qu'on m'a dispensées, malgré la sensibilisation, mais sur le terrain, c'est comme on a l'impression que les gens sont démobilisés et ils ne trouvent pas d'importance à appliquer donc, ces précautions, alors que quand même c'est le maître mot en matière de prévention. Donc, laisser une seringue qui traîne, un gant contaminé, donc on gère de manière arbitraire et anarchique les déchets générés des soins. Donc les tasses, les déchets d'activité de soins à risque infectieux plus particulièrement, rien ne prouve que le déchet n'est pas contaminé, rien ne prouve parce qu'on ne connaît pas le statut des malades d'une manière formelle. Donc, s'il y a un message aussi à faire passer aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on change de comportement lors d'un soin. Le soin se termine par des déchets, parce que c'est un produit, on produit un soin, et le déchet doit être géré. C'est-à-dire, même في الكوزينة كيما ياكلوا l'après il y a des déchets, on ne va pas les laisser comme ça, on va les ramasser. Je ne vois pas, à l'hôpital, on produit quelque chose et on ne s'inquiète pas sur le devenir de ce qu'on a généré comme déchets, entre guillemets, dangereux, à risque. C'est ça. Donc, je pense, je lance un appel pour mes confrères, mes collègues soignants. Il faut qu'on essaie de sensibiliser aussi au maximum. On sensibilise pour le dépistage aussi, on sensibilise justement pour que les choses se passent correctement au niveau des lieux d'exercice. Oui, il y a parmi nous peut-être des collègues sages-femmes, là où on leur encourage pour les énormes efforts qu'ils font, et là où elle accompagne la femme enceinte, et elle partage avec elle le stress durant l'accouchement, avec parfois le défaut de disponibilité des moyens de protection pour le personnel soignant et pour même pour ceux qui vont débarrasser ces déchets. Et parmi les femmes qui accouchent parfois, le profil sérologique il est inconnu. Là, peut-être c'est des situations là où l'attention doit être apportée. En dehors de toute stigmatisation, mais apportant plus d'attention, plus de prévention et plus de protection pour ce personnel soignant. Alors, oui. Ce matin, le professeur a parlé comme quoi pour chaque malade, un paire de gants, chaque geste de gants. Vous avez peut-être remarqué, tout le monde a remarqué ça au niveau des structures de la santé, le PH, le CHU, tout ce qu'on dit. Les gens qui sont censés faire des prélèvements, pour rester dans le cadre AES. Les gens qui font les prélèvements font une paire de gants. Ces personnes-là descendent au laboratoire, portant leur porte-voix avec les gants, et ils peuvent vous toucher la main, etc., malgré que leur main c'est bien avec du sang. Vous avez remarqué ça? Non, pas chez nous. Non, chez vous, il y a 3 années de ça, j'étais, comment dirais-je, un garde malade au niveau de votre service, l'infectieux, pardon, il y avait un malade qui faisait une méningite, il était pris en charge, tel cas bien sûr, parce que j'avais un
il y avait quelqu'un, bon, qui travaillait le téléphone qui était dans le couloir, c'est-à-dire 3 ans, avec les gants, alors le téléphone avec ses gants, qui était en train de faire, ou bien, on a écrit dans les idoles qui étaient à côté, qui étaient dans la chambre à côté, mais elle est sortie directement, elle a pris le téléphone. Et avec ces mêmes gants, il est revenu faire non, mais il a bien ce qu'il a fait. On a touché le téléphone, l'appareil, c'était un lieu. Qu'est-ce l'appareil? On va donc rafraîchir le bureau, c'est directement l'appareil. Je vous dis pour tous les gestes qui accompagnaient les soins, et malgré tout ça, on arrive à avoir des AES. Hier même, cette infirmière qui a été victime d'un AES, elle portait les gants, elle prenait ses précautions, et c'est une personne vraiment rigoureuse dans son travail. Malgré ça, elle a eu un AES. C'était l'aiguille qui a sauté, c'est le destin qui a fait ça et qui l'a fait. Espérons que ça soit négatif. La personne cible, la personne source est négative. La personne source. Non, elle est dans stade avancé de sa maladie. Stade avancé de sa Justement, vous me rappelez d'une chose très très importante. Parce que lorsqu'on peut faire de la prévention, on ne va pas la faire avec de l'eau et du milieu. Je peux des moyens des fois quand même. Justement, normalisation des structures et des moyens fait partie de la prévention. Maintenant, lorsqu'on fait de la prévention des AES, ça sous-entend, entre autres, que l'aiguille, maintenant on utilise des aiguilles à clapper. Donc là, oui, lorsque je vais retirer, donc il y a un piston qui ramène avec lui l'aiguille et pratiquement zéro tolérance, pour ne pas dire zéro risque. C'est-à-dire il y a une chance sur 1000 pour que l'accident survienne. Donc, il faut qu'on investisse sur ce créneau aussi, parce que lorsqu'on parle de l'AS, maintenant, qu'il y a le matériel qui valide maintenant, c'est comme l'histoire maintenant, les gants talqués. Les gants talqués, normalement, ils ne doivent pas exister maintenant, pour la bonne et la simple raison. D'une part, on est en train de faire la promotion de l'hygiène des mains, je ne parle pas de lavage des mains, maintenant on est au stade de l'hygiène des mains, c'est-à-dire l'utilisation des solutions hydroalcooliques, pas de friction. Et lorsque moi, je vais enseigner à un étudiant en lui disant, lorsque vous enlevez votre gant, si vos mains sont propres, visiblement propres, vous allez faire juste une friction hydroalcoolique. C'est-à-dire si d'autre part, quelqu'un qui me commande des gants talqués, je me trouve en contradiction avec ce que je dis. Parce que pour utiliser la friction hydroalcoolique, il y a 3 situations. Donc, il faut avoir des mains propres. Visiblement propres. Parce que l'interférence des salissures avec l'antiseptique et les faiseurs. Donc c'est une condition. Il faut avoir des mains sèches pour ne pas diluer davantage le produit, parce qu'il s'agit de 6 millilitres au maximum. Il faut avoir des mains non talquées. Sinon, je vais faire le produit, je vais verser le produit, je vais faire ça, je vais avoir de la pâte pizza. Donc la sagesse nous dicte qu'il ne faut pas commander des gants talqués. J'assure la promotion de le produit. Mais malheureusement, il y a un décalage. Donc, prévention, lorsqu'on va la voir ensemble dans une vision globale, ça change tout. C'est-à-dire je vais intégrer avec moi les n'importe quoi. On commande selon des objectifs. Je vais faire associer les pharmaciens. Tout le monde donc, est impliqué dans cette lutte. Et donc on ne peut pas faire le travail uniquement seul en tant que blouse blanche. Il faut que les autres s'associent à notre combat. Sinon, ça ne marche pas. Allez, juste parce que, pour paraphraser, juste l'aiguille, parce que voilà, donc on peut éviter. Ça peut y arriver. On oublie dans le cas d'AES les femmes de ménage qui sont les plus exposées au risque parce qu'ils sont victimes de notre façon de voir et de notre comportement. Un médecin ou l'infirmier qui termine son soin et il laisse l'aiguille sur la table, la femme de ménage avec son niveau, avec tous mes respects, elle n'est pas formée pour ça. Inconsciemment, elle va prendre la chose, on va dire, se trouve débiteur d'une machine à dialyse dans les meilleurs des cas.
Alors, si je peux me le permettre, avec les collègues et l'honorable assistance, on arrive à la clôture de cette journée, là où les thématiques ont été enrichissantes, avec le débat. Espérons que cette journée ne sera pas vraiment consacrée au seul mois de décembre, c'est pour toute l'année. Mobiliser, informer et encourager les gens à se faire dépister, à traiter à temps et à prendre en charge les malades atteints et vivant avec le VIH en dehors de toute stigmatisation. Et je vous remercie. Je remercie mes chers collègues, mon collègue Dr Khanek qui m'a accompagné pour modérer cette séance. Et on remercie à nouveau les organisateurs de cette journée pour les efforts qu'ils ont consacrés et pour nous avoir invités à faire mieux. Merci.